lance l'enregistrement. Voilà, c'est reparti. Je l'ai relancé. Donc, pour un chef d'entreprise, il y a deux solutions. Soit il connaît directement un interlocuteur, mais après, il va falloir vérifier, ou alors il va directement sur des serveurs. Exemple ici, vous cliquez sur HTTP les aides, on vous autorise ou pas à aller vers les serveurs. Là, on va autoriser. Je vais aller voir. J'arrive directement sur le serveur lesaides.fr qui, lui, est mis à jour régulièrement. Il n'est plus de notre responsabilité de vérifier si le support est bon ou pas. Il est mis à jour en temps réel. Quand je suis arrivé ici, soit je sais ce que je cherche, éventuellement, soit je regarde les actualités ou les solutions de financement. Alors, on va regarder les solutions de financement. Je connais mon numéro SIRET. Je mets mon numéro. Voilà. Hop. Et théoriquement, on a retrouvé donc mon numéro d'établissement et on me dit quelles sont les solutions de financement qui éventuellement me sont offertes. Ça prend en compte mon secteur d'activité, mon code APE et évidemment toutes les problématiques ou les spécificités de mon entreprise. Donc là, j'ai pris l'exemple, c'était mon cabinet. Moi, je suis un entrepreneur du conseil depuis 16 ans. Bien évidemment, il y a des aides industrielles qui ne me sont pas offertes, mais c'est tout à fait normal. Mais par exemple, je vois apparaître BPI France avec des subventions, chèque relance. Je prends un exemple, je clique sur relance et j'arrive directement. Donc, quel est l'intérêt? C'est qu'à partir de là, de la carte mentale, je suis arrivé jusqu'à un chèque relance, je télécharge le PDF et j'ai directement l'information en temps réel au dernier niveau d'évolution de l'aide ou du support. L'intérêt de ça, c'est que bien évidemment, derrière, l'entreprise peut décider ou pas de consacrer du temps sur la démarche ou de choisir un interlocuteur. Donc là, je vous ai pris les aides, mais j'aurais pu prendre des acteurs comme les chambres professionnelles du conseil, mais on va aller un petit peu plus précisément, par exemple, la branche aéronautique. Dans l'aéronautique, aujourd'hui, il y a des dispositifs dits particuliers. On peut aller directement sur ces branches ou ces pôles aéros. En haut à gauche, on vous a rappelé un élément d'importance qui est le degré de maturité de votre innovation ou de votre projet. C'est très important parce que dans nombre des aides proposées, d'innovation ou de crédit d'innovation ou autre, on va vous demander un degré de maturité. Et donc, ici, vous avez rappelé, entre guillemets, de manière un peu synthétique, pas immensément précise, mais quand même nécessaire, on vous dit à quel niveau de maturité vous devez être pour pouvoir être éligible à certains domaines. Donc, c'est bien de le savoir avant de n'avoir que des refus qui s'expliquent tout simplement parce que votre maturité n'est pas au stade de développement, par exemple, ou de pré-commercialisation. Donnons un exemple. Les aides européennes sur l'innovation, si vous n'êtes pas à TRL 7, vous n'êtes pas éligible. Donc, autant qu'on vous le dise au début et qu'on ne vous laisse pas instruire un dossier pour finalement vous dire au bout, vous êtes retoqué parce que vous n'avez pas de degré de maturité. Donc, on a rappelé des éléments de cette nature. On rappelle quand même que les arts et métiers, nous avons un écosystème qui aujourd'hui peut, de près ou de loin, apporter des réponses, entre autres le GP 41 que vous retrouvez ici. Je rappelle aussi que nombre de GP aujourd'hui sont des acteurs très ancrés territoire, entre autres sur les territoires d'industrie, et qu'il faut quand même vérifier la grappe et la maille territoire avant d'aller voir des aides européennes ou nationales. Donc voilà, cette carte, elle est en temps réel. Je prends l'exemple de Garas, puisque c'est un exemple que nous connaissons tous, enfin, j'espère, qui était donc un outil qui permettait d'identifier quelles étaient les thématiques à mettre en œuvre pour redémarrer l'activité. Donc, si je vais voir la communauté arts et métiers, voilà, vous avez accès directement à la dernière version du système Garas. Donc, évidemment, vous avez un système qui est sous papier, soit vidéo et autres, et puis rien ne vous empêche de joindre le GP41, la fiche de contact ou chacun des acteurs pour avoir une définition plus précise de l'aide et ainsi de suite. Donc, pour en résumer, cette carte, elle est assez exhaustive. Elle permet d'accéder à des guides téléchargeables directement en cliquant sur les liens hypertextes, voilà, et qui, bien entendu, font l'objet de mises à jour régulières. Donc, cette carte, elle vit au fur et à mesure. Là, c'est la version 4.A. Demain, il y aura une 5, puis une 6, une 7. Allez toujours voir le dernier niveau de maturité qui reprend l'ancien, mais qui est mis à jour régulièrement. Je pense que si vous n'avez... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je précise? J'ai mis un petit élément parce qu'il y a Philippe
l'autre Philippe qui va parler des décarbonation. Je rappelle qu'on a un acteur qui s'appelle l'ADEME, qui met à disposition de tous et de chacun des outils, des calculettes, qui nous précise les certifications, qui nous rappelle les ambitions gouvernementales et qui peut donc être un soutien majeur. Et sachant que l'ADEME a une représentation aussi en région, avec des interlocuteurs à disposition, je vous enjoins d'aller voir la carte et puis de prendre des contacts qui conviennent pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, en quelques minutes, puisque j'avais 5 minutes, en quelques minutes, il y a un espèce d'écosystème ouvert à toutes les entreprises ou offert à toutes les entreprises. Vous avez pratiquement toutes les aides qui ont été mappées. Alors, je dis toutes les aides principales. Les détails, évidemment, ne sont pas dedans. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voyez un dispositif qu'on aurait pu oublier. Et on se fera un énorme plaisir avec Robert et toute l'équipe de venir l'implémenter dans cette carte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Dominique Quéron, donc président du Rexam. J'avais deux questions. Donc, la première, donc, est-ce que l'accès à cette carte est facilité soit sur Society, sur le groupe GP41 ou ailleurs? Et la deuxième question, c'est comment faire connaître cette carte à la communauté Gazar pour qu'ils réfléchissent effectivement aux aides qu'ils peuvent prétendre et puis aux apports que peut apporter, par exemple, le Rexam au niveau de l'expertise. Alors, je vais répondre à moitié aux questions et puis Robert va pouvoir complémenter. Alors oui, l'accès est facilité. Avec Emmanuel et puis l'équipe du bureau, nous avons mis à disposition cette carte. Elle est sur l'intranet, en fait. On peut y accéder par Society. Alors peut-être qu'une communication va être nécessaire parce que quand on sait ce qu'on cherche, c'est facile de trouver. Quand on ne sait pas, il faut qu'on puisse le retrouver facilement. Donc il faut qu'on l'indexe pour qu'elle soit une carte des aides accessible pour tout le monde. Et je réponds à la deuxième. Comment faire connaître? Je pense que ça va être l'objet des midis du GP41. Ça va faire l'objet aussi des communications des groupes professionnels, des groupes territoriaux. Je pense que, et le Rexam, bien évidemment, Dominique va communiquer dessus. Et puis, utilisons les réseaux sociaux pour mettre à disposition la carte à la communauté Gazar, mais à tout le monde, en fait. Parce que, indirectement, ça intéresse toutes les entreprises. Nous sommes à la fois les clients, mais aussi les fournisseurs de services. Nous sommes tout à la fois. Nous sommes entreprises, mais aussi prestataires, offreurs de ressources. Donc, je pense que la communication va être l'outil par lequel nous allons pouvoir vulgariser l'accès, mais surtout diffuser l'accès. Parce que là, on a vulgarisé l'accès de manière simple, c'est heuristique, c'est simple. On clique dessus, c'est à la souris, c'est WYSIWYG, donc je peux l'agrandir, je peux cliquer. Mais il faut aussi que l'effet communication soit du travail de chacun d'entre nous. Oui. Robert, est-ce que tu veux répondre un petit peu plus à ça? Écoute, tu as presque tout dit. Alors, je vais peut-être compléter, comme je l'ai indiqué. Nous, le GP41, on fait partie de l'écosystème arts et métiers entrepreneuriat. Dans le cadre de cet écosystème arts et métiers, il y a des comités dans lesquels je vais intervenir, puisque la prochaine réunion du comité, on m'a demandé d'intervenir et de présenter justement ce que l'on a l'ambition de faire au niveau de nous, GP41, et de la carte en question, et donc comment aider. Donc, les autres entités donc, de la société des ingénieurs et métiers seront informées donc des dispositions qu'on prend, des actions qu'on est en train de prendre. On a prévu, lors d'un prochain rendez-vous en septembre, de montrer justement notre articulation entre GP41, le groupe professionnel 41 et les autres entités d'AM Entrepreneuriat. Donc, ça fera l'objet d'un webinaire. Et à la fin de l'année, il y aura une parution dans le magazine Arts et Métiers du dispositif et des actions qu'on est en train d'engager. Le magazine de fin d'année sera dédié au territoire. Donc, nous sommes en plein dans l'actualité. Par contre, pour revenir à ce que tu as dit, Philippe, ce qui est très important, c'est qu'au-delà de la communauté arts et métiers, il y a une ouverture via les réseaux sociaux vers l'externe. Donc, on a un site web, GP41, à partir duquel on pourra également avoir accès à la carte.
D'accord. Alors, ce que je n'ai pas précisé sur la carte, parce que sinon on l'aurait alourdi, mais il y a eu un travail de fond d'opérer avec Emmanuel, donc Robert, on l'a fait aussi avec Jean-Marc, beaucoup avec Jean-Marc. On peut dire quelles sont les entrées, le processeur et les sorties, c'est-à-dire qu'on sait la finalité de l'utilisation de la carte. On a aussi positionné le GP41 par rapport aux besoins et quelles sont les réponses que le GP peut apporter. Donc, on a cette carte qui est la partie visible des aides et autres, mais sachez que derrière, il y a eu un travail de fond qui était de dire comment on répond aux besoins et quel était le besoin. Voilà. Dans le chat, je vois qu'il y a eu plusieurs levées de main. Emmanuel, Valérie, Oui. si j'ai bien compris. Ouais, c'est juste pour préciser que effectivement la carte, elle permet de clarifier, de donner des informations, mais qui reste une jungle quand même, parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets et que c'est pas choisir un appel à projet, un soutien financier et monter le projet après. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vous avez un projet. D'innovation, de R&D, avec un certain niveau de TRL de départ et puis de TRL d'arrivée. Et c'est des organismes comme les pôles de compétitivité ou CD d'un consultant vous aideront à trouver le meilleur appel à projet pour pouvoir financer le sujet, votre idée. C'est pas l'inverse. L'inverse ne fonctionne pas, hein, de dire tiens j'ai envie d'aller sur tel appel à projet et je vais monter un projet. Cette démarche-là généralement c'est perdu d'avance. Donc vous avez un projet, rapprochez-vous d'une structure pour vous aider à trouver le bon appel à projet. D'ailleurs, tu as totalement raison, puisque tu nous as aidé à constituer un petit focus sur le pôle aéro, et on en a déduit aussi qu'il y avait des réseaux d'accompagnement. Alors, donc là, vous voyez la DIRA, c'est Strasbourg, l'ADN Normandie, c'est parce que je suis normand, mais on a l'ADI Nouvelle-Aquitaine. En fait, dans chacune de nos régions, il y a aujourd'hui des réseaux d'accompagnement qui permettent donc d'aider à définir la stratégie aussi de l'entreprise, parce que, comme tu l'as rappelé, aller chercher des aides pour aller chercher des aides, ça, c'est pas porteur. Exactement. Donc, il ne faut pas hésiter en tant que patron d'aller se rapprocher le plus tôt possible dès l'émergence de l'idée d'un projet, d'un de ces réseaux ADI, ou ADOC, selon les régions, ou d'un pôle de compétitivité. Il y en a dans chacune des régions qui vous aidera à construire votre projet et à trouver le bon guichet de financement. Absolument. Et si on est dans l'industrie, vous pouvez aussi vous appuyer sur un expert du Rexam qui lui-même fera cette démarche. Oui. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, il y a 200 experts au niveau du Rexam qui ont cette compétence ou connaissance. Philippe, oui. C'est très bien, mais on va devoir… je vais arrêter le partage. Je rends la main directement à Philippe. Valérie, qui avait une autre question. Juste, bonjour à tous, Valérie Proulière, l'île 87. Moi, elle est super, la carte. En plus, j'avais vu, Emmanuel avait déjà fait un article dans le Canard toulousain, donc j'avais déjà vu un petit peu la tête que ça avait. Par contre, je viens de circuler rapidement là sur Society et je ne l'ai pas trouvé. Donc, spontanément, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est embêtant. Voilà. Oui, alors c'est parce qu'on est dans le partage de documents, en fait. C'est tout simplement ça. Il faut aller sur le GP41. Voilà. Là, j'y suis. Alors, je suis… D'accord. Pardon, je suis sur le GP41 et du coup, elle est où alors? Dans les fichiers médias. Fichiers médias. Ah, d'accord, ok. Et oui, on n'a pas… Alors, on va le dire clairement, ce n'est pas un vrai intranet, donc c'est compliqué et on n'a pas forcément de moteur de recherche. D'accord, parce que l'endroit pour la trouver, ça va être important, oui. Parce que ça va au-delà du groupe du GP41. Elle intéresse, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, elle intéresse tout le monde et donc il faut pouvoir la trouver facilement en fait. Absolument. Pour que ça soit utile, il faut pouvoir la trouver facilement. Donc il faudrait qu'on trouve une solution techno. Il faudrait trouver une solution technologique pour pouvoir la mettre en bandeau d'accès ou à l'actualité, ou je ne sais pas, il faudra trouver une solution technique. On va y travailler. Okay. Oui, Emmanuel, je pense que là, on va prendre la question. Il faut absolument qu'on y réponde de façon très aisée, conviviale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Philippe… je rends la main. Attention, en rendant la main, ça risque de couper l'enregistrement. Il faudra le relancer, je pense. Ah oui, exactement. Partager l'écran. Donc, je repartage avec Philippe. Oui. Alors. Voilà. Normalement, tu es nommé animateur. Oui. Et tu enregistres.
Alors, j'enregistre d'abord, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme ça, c'est fait. Ça enregistre toujours. Hein. Ça enregistre toujours? Oui, Ouais. oui, moi, j'ai toujours l'accès à l'enregistrement. Alors, qu'est-ce que je vais vous partager? Je vais partager le diaporama. Voilà. Parfait. Voilà, ben moi, je vais continuer avec la… C'est bon, vous voyez tout? Oui. Vous voyez le diapo? OK. Parfait. Donc, moi, je vais… alors, voilà, moi, je suis fondateur de Praxiliance, qui est un cabinet de conseil en redirection écologique et stratégie bas carbone. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être le carbone et comment la décarbonation. Et on va aborder deux programmes clés pour aider justement à subventionner la décarbonation. Donc, je vais faire une courte introduction sur les enjeux et les principes liés à la décarbonation. Ensuite, on parlera de subventions, notamment deux programmes clés, le DIAC Décarbonation et puis l'initiative ACT, qui s'appelle aussi Assisting Low Carbon Transition, et qui peut se décliner aussi sous une forme collective qui est intéressante. Et puis, il y a d'autres aides aussi spécifiquement pour la mise en transition. Là, et on passera ça en revue rapidement. Et ensuite, on conclura et on discutera. Alors, en guise d'introduction, je vais passer ça rapidement. Donc, pour cadrer le sujet, donc il y a… alors, l'ampleur des changements récents dans l'ensemble du système climatique et l'état actuel de l'état dans lequel est le système climatique, et c'est sans précédent. Donc, les 3 derniers rapports du GIEC ont confirmé tout ça très, très simple. On peut rappeler ça très simplement. Le premier rapport, il confirme que ça se réchauffe et c'est de notre faute, et ça, on en est sûr. Ça, c'est expliqué, c'est des rapports de scientifiques. Donc ça, c'est le premier rapport. C'est grave, c'est le deuxième rapport. Et puis, mais on peut encore éviter le pire. Ça, c'est expliqué dans le troisième rapport. Donc, plus personne ne conteste ces enjeux du fait qu'il ne tient qu'à nous de réduire drastiquement nos émissions de carbone, et rapidement et de façon durable. Et il se trouve qu'un bon nombre d'organisations et de territoires sont à moyen terme condamnés en raison de leur dépendance aux énergies fossiles. Donc, il faut bien qu'elles comprennent les impacts de leurs activités sur le climat, ainsi que leur vulnérabilité aussi. Donc, pour se décarboner, l'outil qu'on utilise, c'est le bilan de gaz à effet de serre. Donc, Praxiliance, on utilise la méthode bilan carbone, qui est développée par l'ADEME et l'association Bilan Carbone, ABC. Cette méthode, elle repose sur 2 éléments. C'est des données d'activité qui sont collectées auprès des organisations sur un périmètre donné. Par exemple, je fais 100 km en voiture, et des facteurs d'émission qui proviennent en majeure partie de la base carbone de l'ADEME. Et par exemple, ça va être combien de kilogrammes de CO2 équivalent fait 1 kilomètre parcouru avec ma voiture. Donc cette méthode, elle est en ligne avec la norme 1464 pour la comptabilité carbone et est compatible avec les bilans réglementaires d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on fait des bilans carbone, une chose importante à définir, c'est quelles sont les activités qu'on va prendre en compte, quelles sont les activités et les émissions associées qu'on va inclure dans l'analyse. Ça, c'est ce qu'on appelle le périmètre opérationnel. Il y a d'autres périmètres aussi temporels, organisationnels, mais je veux juste insister sur celui-là. Et c'est là qu'on parle de notion de scope 1, 2, 3. Je pense que tout le monde connaît cette notion. Elle est bien ancrée, mais aujourd'hui, on parle plus d'émissions directes et indirectes. Les émissions directes, c'est celles qui découlent des sources fixes ou mobiles contrôlées directement par l'organisation en question. Et les émissions indirectes, c'est les autres, c'est celles qui ne sont pas contrôlées par l'organisation. Quand on parle de scope 1, donc c'est des émissions directes. Quand on parle de scope 2, c'est les émissions indirectes, mais liées à l'énergie. Donc le scope 2, c'est un peu particulier. Et le scope 3, c'est toutes les autres émissions indirectes. Donc si on prend l'exemple d'une mairie rapidement, dans le scope 1, on va trouver par exemple la consommation des bâtiments en énergie.
Donc, les émissions qui sont dues au fait qu'on va mettre du fuel dans la chaudière au fuel pour chauffer la maison de la mairie. Ou alors, dans le scope 2, on va trouver les consommations d'électricité achetées qu'on achète à EDF et qu'on consomme sur place. Et dans le scope 3, il va y avoir des émissions en amont, par exemple les trajets domicile-travail des agents. Et puis en aval, ça peut être la collecte des déchets, par exemple, qui sont organisés si c'est dans les compétences de la mairie. Voilà. Donc, il se trouve que la réglementation, elle soit durcie. C'est une tendance de fond. Avant 2019, la loi imposait pour imposer à des organisations qui dépassent un certain seuil en termes de taille, de faire un bilan de gaz à effet de serre. Ça imposait seulement les émissions directes et indirectes liées à l'énergie, le scope 1 et 2. Pas la peine de couvrir le scope 3. Et il y avait une sanction qui était de l'ordre de 1 500 €. Depuis 2019, donc le seuil n'a pas changé, hein, c'est toujours les mêmes niveaux de taille d'entreprise qui sont obligés de faire un bilan de gaz à effet de serre. Par contre, on demande en plus un plan de transition, c'est-à-dire qu'on demande d'expliquer quels sont les efforts, comment on va mettre en œuvre cette transition, et comment on va s'y prendre, avec quels moyens, etc. Donc c'est quelque chose assez détaillé et plus exigeant. Et aussi, il faut traiter les émissions directes et indirectes significatives. Donc, c'est quand même, on va déjà dans les émissions de scope 3. Puis la sanction a un petit peu augmenté aussi. Voilà. Ça concerne donc les grandes entreprises. Maintenant, on peut se demander pour les petites entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va le voir justement, il y a des choses pour elles qui ne sont pas coercitives, mais au contraire, qui sont là plus pour les aider, les accompagner. Donc, moi, j'ai choisi deux programmes. Donc, on va voir le programme, déjà, le DIAC des carbos, d'action. Donc, ce programme, il est financé par l'ADEME, il est porté par la BPI, c'est la BPI qui gère. L'objectif, c'est d'accompagner au moins 400 PME et petites ETI d'ici fin 2023. C'est avec cette masse d'argent qu'ils ont là pour faire ça. Il s'agit de déployer donc de façon massive auprès des entreprises qui ne sont pas obligées de faire un bilan de gaz à effet de serre par la loi et de leur donner de les accompagner en leur donnant un dispositif qui leur permette d'initier une démarche de réduction de leur empreinte carbone et en leur donnant une méthode éprouvée et avec un coût réduit parce que subventionné et puis en les aidant à passer concrètement à l'action. Voilà, c'est ça l'ambition du DIAC Décarbonation. Alors, ce n'est pas le seul. La BPI, il y a d'autres programmes aussi qui accompagnent les entreprises. Le DIAC Décarbonation en fait partie. Donc, concrètement, c'est commercialisé par la BPI France ou par les experts référencés. Typiquement, moi, je propose le DIAC Décarbonation pour Praxiliance aussi. L'inscription, elle est très facile, c'est assez rapide. Donc, pour être éligible, il y a les critères de base habituels pour avoir des subventions. Hein. Il faut avoir ses URSSAF à jour, hein, évidemment. Mais il faut surtout être une entreprise qui ne soit pas obligataire au niveau du BHS, du bilan de gaz à effet de serre, et il ne faut pas en avoir réalisé avant, évidemment. Le contenu, donc, c'est un bilan carbone plus, que j'appelle moi bilan carbone plus, c'est-à-dire qu'on va faire un scope de 1 à 3. On va couvrir les 3 scopes. Et en plus, il va y avoir une co-construction d'un plan d'action et un accompagnement à la mise en transition. Bon, le coût, c'est de 4 000 à 6 000 € selon la taille de l'entreprise. Je crois qu'il y a un seuil à 250 salariés pour les entreprises privées. Voilà. Et ça dure 6 à 8 mois. Donc, avec ça, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire son bilan carbone. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, le deuxième programme, c'est ACT, Assessing Low Carbon Transition. Cette démarche, ça a été mis en place en 2015 au moment de la COP21, conjointement avec le Carbon Disclosure Project. Et l'objectif, c'est d'outiller les entreprises avec des méthodes et des outils pour construire leur stratégie de décarbonation, pour que leur stratégie soit pertinente et alignée avec les accords de Paris. Donc, c'est une initiative à portée internationale,
parce qu'elle est portée par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Historiquement, ça a commencé par une méthode d'évaluation des stratégies de décarbonation des entreprises. C'est est-ce qu'elles sont suffisamment ambitieuses, alignées sur la trajectoire de transition bas carbone, et est-ce qu'elles sont en accord avec les accords de Paris. C'est ça que fait cette méthode d'évaluation. Et ensuite, ça a été élargi à Acte Pas à Pas, qui est pour accompagner les entreprises à mettre en place leur stratégie de décarbonation. Ça s'adresse à celles qui sont moins mûres, qui n'ont pas déjà de stratégie en place. Et voilà. Donc, il y a déjà plus de 400 entreprises au niveau international qui sont engagées dans ce programme, et dont 120 en France. Donc, ça montre l'intérêt du programme, hein, ça a du succès. Et c'est financé en France par l'ADEME, et au niveau européen aussi, c'est financé au niveau mondial avec différents fonds. Voilà. Alors, un parcours de transition, ça se passe en 3 étapes. Déjà, il faut mesurer, il faut faire un bilan de gaz à effet de serre pour engager la réflexion sur la stratégie de décarbonation. Et Acte, ça intervient après. C'est avec Acte Pas à Pas pour construire la stratégie, Acte Évaluation pour ensuite, une fois que la stratégie est déployée, on veut mesurer si elle est toujours pertinente, alignée, etc. Ça, on fait ça avec Acte Évaluation. Alors, il y a 5 éléments clés qui structurent la démarche Acte. Il y a la notion d'objectif de réduction. Est-ce que l'entreprise a des objectifs et sont-ils alignés? Quel est le plan d'action pour les atteindre? Quelles sont les actions en cours? Et quelles ont été les actions de réduction dans le passé liées à la réduction de gaz à effet de serre? Et est-ce que tout ça, ça donne une cohérence? Pour résumer très, très simplement, c'est ça l'esprit de l'approche Acte. Un peu plus dans le détail, la démarche, que ce soit Acte Pas à Pas ou Acte Évaluation, elle est articulée autour de 9 composantes qui sont en ligne avec ce qui a été présenté juste avant. Donc, on va regarder les objectifs de réduction. Est-ce qu'ils sont pertinents en accord avec les accords de Paris? Quels sont les moyens pour y arriver? Les investissements matériels, immatériels? Est-ce qu'il y a des enjeux R&D liés à la performance des produits? Comment on va porter le sujet aux différentes échelles de l'entreprise, soit en interne avec le management, soit dans la chaîne de valeur ou à l'extérieur? Comment est-ce qu'on va communiquer à l'extérieur? Et comment on porte ça, comment on relie ça à l'évolution du business model, du modèle d'affaires? Donc, oui, je suis passé rapidement. Donc, les deux méthodes, je ne vous ai pas montré la notation. Il y a donc l'acte pas à pas, ça se passe en 5 étapes, donc c'est bien structuré. Et puis, acte évaluation, on va repartir des 9 modules. Et puis, on va mettre une note, 3 notes. Donc, les 9 modules vont donner une note sur 20. 20, c'est mieux que 0, c'est comme à l'école. Et ensuite, on rajoute d'autres composantes, celle qui s'appelle Narrative Score, qui est plus une note d'évaluation globale, et puis une note de tendance qui dit comment ça évolue dans le temps par rapport à la dernière évaluation, par exemple, ou est-ce qu'il y a une dynamique qui est plutôt positive ou négative. Voilà. Et c'est une démarche qui est sectorielle. Il y a des guides sectoriels qui sont disponibles ou en cours de développement. Donc, ça couvre déjà beaucoup de secteurs. Et puis, sinon, il y en a un qui est générique. Si jamais l'entreprise ne s'inscrit pas dans un de ces secteurs, on peut utiliser une méthode qui est dite générique. Donc, cet objectif, c'est il y a un programme qui s'appelle le programme volontaire français qui a pour objectif de déployer cette méthode et le subventionner en France. Ça s'appelle le programme volontaire français. Donc, le coût pour l'accompagnement, il y a un coût pour l'accompagnement de l'évaluateur qui est pris en charge par l'ADEME à hauteur de 50 à 70%. Là encore, ça dépend des seuils d'entreprise. Et il y a plusieurs guichets qui existent. Donc, ça, c'est bien expliqué dans le lien que je vous ai mis. Voilà. Et à côté, il y a un support technique, il y a une communauté. Les entreprises qui s'engagent dans Acte, il y a une communauté qui est animée avec des échanges entre les entreprises. Et aussi, on peut s'engager de manière une entreprise toute seule et avoir des subventions. Et aussi, on peut s'engager de manière collective. Donc ça, c'est l'autre aspect du programme que je vais vous montrer. Donc ça, c'est Acte France.
Acte France, c'est un appel à projet qui… Je vais tout dérouler parce que je sais pas, il reste pas beaucoup. Si, on est dans les temps là, Robert? Il reste 12 minutes. 12 minutes. Bon, je vais aller vite. Alors, Acte France, c'est un projet pour engager de la décarbonation, mais au sein d'un collectif d'entreprises, pour se décarboner ensemble. Donc, c'est typiquement 10 à 30 entreprises. Et le principe, c'est d'utiliser la démarche Acte. C'est financé par l'ADEME à hauteur de 50%. C'est complémentaire du programme Diag Décarbonation et il y a une deadline, là, il y a un appel en cours, hein, il y a déjà la première vague qui est passée et la deuxième, c'est pour fin novembre. Donc, idéalement, le projet il doit comporter des projets importeurs qui peut mobiliser un collectif d'entreprises autour d'une thématique précise ou d'un secteur ou d'un territoire. Donc, s'il y a un donneur d'ordre, c'est encore mieux, parce que ça va faciliter les choses. Par exemple, ça peut être la décarbonation des entreprises d'un territoire donné, porté par une collectivité. Ça peut être la décarbonation du tourisme en région de Bourgogne, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Ça peut être porté par des acteurs du tourisme. Voilà. Donc, cette façon de se décarboner, elle est très intéressante parce qu'en groupe d'entreprises, on va pouvoir agir sur le scope 3, justement, ce qui est la partie la plus difficile. Voilà. Excusez-moi, je ne vous ai pas passé le texte en même temps. Donc, je vous propose de passer. Alors, il faut que tu ailles pratiquement à la conclusion. Voilà. Donc, il y a d'autres programmes qui existent. Hein. Philippe en a parlé aussi. En 20 minutes, on ne peut pas tout couvrir. Il faut vraiment s'adresser aux acteurs spécifiques. Il y a un site aussi sur le ministère de l'économie, des finances et de la relance qui donne aussi des dispositifs spécifiquement liés à la transition énergétique et écologique. Donc, pour conclure, avec ces deux programmes, notamment Acte et puis Diag Décarbonation, l'ensemble des entreprises, grosses ou petites, elles peuvent se décarboner. Là, maintenant, il n'est plus question d'être au-delà de 500 et d'être obligé par la loi. Tout le monde peut le faire. Et si c'est fait en groupe, c'est plus efficace, notamment pour traiter le scope 3. Mais attention, ça demande de la méthode et des efforts de coordination. Hein. Ça, il faut bien le prendre en compte. Ensuite, une fois que les quick wins sont réalisés, une fois qu'on a engagé sa stratégie, on va commencer par les actions les plus faciles. Mais une fois que ces actions ont été réalisées, pour faire continuer la stratégie et faire en sorte qu'elle soit à la hauteur des enjeux, il va falloir trouver une nouvelle prise stratégique. C'est là que la redirection écologique intervient pour engager une démarche ambitieuse. Et puis aussi, il ne faut pas perdre de vue que le carbone, c'est seulement une des 9 limites planétaires qu'il faut considérer si on veut, envisager un monde habitable. Voilà, ça reste une facette. J'en ai fini. Donc je pense qu'on doit passer aux questions. En fait, ce qui est important dans ce que tu as montré, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs, ne serait-ce que sur cette thématique de décarbonation. Et donc, comme tu l'as souligné, toi, tu es un expert et tu peux en parler, et on t'a presque empêché d'en parler longuement, mais c'est compliqué pour une entreprise de dérouler elle-même, je dirais, la démarche. Et on arrive vraiment sur des problématiques qui doivent être partagées avec un expert, un accompagnateur. Je ne pense pas qu'une entreprise, à moins, bien sûr, d'un grand groupe ou d'une grosse ETI, il n'y a pas de capacité ou de compétences suffisantes à l'interne pour dérouler. Je voudrais avoir ton avis là-dessus déjà. Ouais, alors c'est typiquement les grandes entreprises, elles vont se former, nommer un ingénieur ou un responsable du carbone dans l'entreprise qui va se former. Il faut savoir que se former, ça prend, c'est un effort il faut plusieurs mois. Hein, c'est minimum 6 mois pour se former. Ça coûte un petit peu d'argent. Il faut être certifié, il faut passer la formation.
Donc ça, les grandes entreprises, elles sont capables de le faire. Par contre, les petites entreprises, elles n'ont pas les moyens en général. Donc, c'est bien de… Et puis donc, elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles n'ont pas les moyens de nommer quelqu'un pour porter le sujet dans la durée. Donc, c'est bien pour se lancer, pour démarrer, de faire appel à des experts, justement. Et c'est pour ça, et c'est le but de ces programmes-là. Si je peux insister, donc Philippe et Robert, j'ai rajouté donc une brique sur la carte mentale qui est celle de l'ADEME. En fait, on arrive directement sur la page donc bannière de l'ADEME et il parle de tous ces enjeux. Donc, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé, il faut aller plus loin, il faut se faire accompagner parce que rien que le site de l'ADEME, c'est monstrueux en termes de ressources. Oui. On parle d'outils, de calcul, Oui. de stratégie, de certification, de formation. Pour une entreprise, c'est un labyrinthe, en fait. Donc, il faut vraiment avoir une compétence d'accompagnement. C'est une nécessité. C'est tout à fait juste, oui. Donc, moi, je suis référencé à la BPI pour les diacs décarbonation et je suis pour ACT aussi avec l'ADEME. Et quand je propose ces programmes, effectivement, je suis surpris, les entreprises ne sont pas au courant. En fait. Elles ne sont pas au courant que ça existe. Donc, déjà, rien que ça. Puis après, il y a dans la réalisation la première fois qui est nécessaire d'être accompagné. Le but, c'est pas de le faire à la place dans la durée des entreprises, mais c'est juste de lancer la démarche. Après, une fois que l'entreprise l'a faite une fois, le but, c'est qu'elle soit capable de continuer toute seule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Qui a déjà engagé un bilan carbone dans l'auditoire, dans son entreprise? Je ne sais pas si on peut faire un sondage avec Zoom. Là, en non, fait, on est personne. suffisamment nombreux pour que ce soit lever la main. Je pense. Alors, dans le chat, là, on me dit que Eau de Paris a engagé quelque chose. Il y a une question. Le programme volontaire français du programme ACT est-il inséré dans la carte heuristique? Et que font les plus gros pollueurs de la planète dans ce domaine, Amérique du Nord et Asie? Alors, pour la réponse de la carte, non, mais pour une raison très simple, c'est une carte des aides et des financements. Et il faudrait peut-être, et c'est une bonne intro, peut-être une carte des obligations. Peut-être que demain, on devra peut-être faire une carte heuristique des obligations nouvelles offertes aux entreprises. C'est peut-être une autre évolution. Alors, il y a des ONG qui observent ce que font les entreprises, en particulier celles qui sont obligées de faire un bilan carbone en France, et puis aussi au niveau international. Et justement, ACT, ça s'appelle, le nom m'échappe là juste maintenant, mais toutes les entreprises qui font ACT, du coup, ça permet d'alimenter un benchmark des entreprises dans leur décarbonation. Donc, il y a de plus en plus le phénomène name and shame qui vient, là, où notamment des ONG regardent ce que font les entreprises et commencent à les publiquement expliquer que soit c'est du ce qu'elles font, c'est du greenwashing, c'est juste du développement durable de base, soit c'est pas aligné du tout. Enfin voilà. Je vais oser quelque chose. Alors, je vais poser une question, mais elle va être directement pour le Rexam, en fait, indirectement. Pendant très longtemps, on a eu du management de transition. Et de plus en plus, on va migrer vers des expertises, des multi-expertises. Est-ce que cet enjeu carbone, ce n'est pas aussi une redéfinition du besoin d'expertise et puis d'architectes de réponse en fait, dans les entreprises? Oui, Philippe, on a déjà dans les Rexamiens, dont Philippe, 3 ou 4 Rexamiens qui sont dans la décarbonation. Mais effectivement, c'est très porteur pour l'avenir et puis ça rentre dans le scope, ça doit rentrer dans le scope du Rexam, effectivement. Parce que quand on va traiter, accompagner des entreprises, il va y avoir, je ne sais pas quel pourcentage, le chapitre décarbonation. Voilà, oui, c'est sûr. Surtout que beaucoup de Gazar travaillent aussi dans des PMI et grands groupes. Donc, elles vont de toute façon être dans l'obligation demain de rentrer dans le cadre réglementaire. Oui.
Et là, l'accompagnement, ça sera seulement vers le Rexam qu'en priorité ils vont se tourner, ce qui est normal, ou les groupes professionnels, enfin, ou les diplômés, mais en tout cas, c'est bien l'écosystème arts et métiers qui va être en première ligne pour la réponse. Alors, à ce sujet, Philippe, peux-tu indiquer comment on devient certifié, ne serait-ce que sur le bilan carbone, première étape? Alors, pour se certifier au niveau du bilan carbone, si on choisit la méthode bilan carbone, celle de l'ADEME, développée par l'ADEME et portée par l'association Bilan Carbone, c'est celle qui est la plus robuste et qu'il faut, à mon avis, qui est la plus répandue, parce qu'elle fait tout. Donc, il faut aller sur le site de l'ABC, il y a toutes les infos, l'association Bilan Carbone. C'est porté par une école qui s'appelle l'IFC, Institut de formation carbone. Et la formation, elle se fait en deux fois. Il y a une formation d'initiation et une formation de maîtrise qui se fait 3-4 mois après avoir un peu pratiqué. Et ça coûte, au total, ça doit coûter 3 000 euros à peu près, 3 500 euros de mémoire. 3 000, aux alentours, c'est quelques milliers d'euros au global. Et ça dure, il doit y avoir une quarantaine d'heures de formation par module, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est abordable, en fait. Et la licence carbone, après, elle n'est pas très, très chère, en fait. Ça dépend c'est au prorata du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour une toute petite entreprise qui ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, moins d'1 million, je crois, c'est 300 € l'année ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, tout nous invite à la fois à devenir évaluateur bilan carbone et à la fois pour les entreprises d'engager des bilans carbone. Là, il n'y a pas d'excuse. Et le fil du carbone, c'est une bonne porte d'entrée vers des stratégies générales de l'entreprise, pas juste de décarbonation, parce que c'est qu'un des aspects, ça. Mais ça, par contre, c'est tellement transverse que ça touche à beaucoup de choses et ça permet de rentrer vers des stratégies plus ambitieuses après, à la hauteur des enjeux de ce siècle, quoi, qui ne sont pas juste le carbone. Le carbone, c'est qu'un des enjeux. Dans le programme de France Relance, il me semble qu'il y a un volet carbone. Et puis, deuxièmement, dans l'industrie du futur, dans les briques technologiques, puisque c'était les briques techno qui étaient en premier lieu, il y a aujourd'hui de plus en plus donc, de visibilité sur le RSE ou la RSE. Et dedans, il y aura acte, bien évidemment. Donc, ma question va être la suivante. Quid des formations des ingénieurs au bilan carbone? Première question. Deuxième question. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, s'il n'existe pas, il va falloir vulgariser rapidement? Ouais, moi, je suis bien d'accord, mais sans s'en tenir juste au carbone et pas s'arrêter là. Parce que l'enjeu est tellement plus vaste que juste le carbone. Voilà, il faudrait aller vers des notions de développement durable étendu. Justement, la redirection écologique, c'est quelque chose qui permet d'aller au-delà du développement durable. Tout à fait. De sortir de ces principes de conciliation et en même temps, on croit et en même temps, on découple. Voilà, c'est pas qui ont des limites. Donc, je pense que ça mérite une conférence au niveau du Rexam. Alors oui, et d'ailleurs, je pense que l'ENSAM elle-même, elle a un projet qui tourne autour de la transition énergétique, donc ça s'intègre davantage dans les axes de formation actuels qui sont revisités. Je pense qu'effectivement, on ne pourra pas le traiter là, comme ça. C'est quelque chose de très spécifique et qui va au-delà de notre propos d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non, ce n'était pas une question, c'était une remarque que je voulais faire en complément à ce que vient de dire Dominique. Effectivement, côté Rexam, je pense que le sujet a plusieurs conséquences. Une conséquence, c'est que tous ceux qui sont dans du management de transition ou dans du conseil d'amélioration opérationnelle, etc., ne peuvent pas éviter cette composante, au même titre que d'autres composantes aujourd'hui, comme on ne peut pas éviter le numérique, etc. Et donc, ceux qui ont un spectre un peu, non pas généraliste, c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, qui sont sur ces améliorations globales de l'entreprise, ne peuvent pas éviter ces sujets-là. Et puis après, on a effectivement du conseil spécialisé, voire de l'expertise technique,
hein, avec des problèmes de mesure, de quantification, etc. Et je crois qu'au Rexam, on a un petit peu toutes ces composantes, mais c'est vrai qu'il y a, pour revenir sur le premier point, c'est-à-dire le fait que c'est assez incontournable, il y a certainement, comme vient de le dire Dominique, à mettre en place quelque chose en termes de conférences spécifiques dans un premier temps, voire de formation dans un deuxième temps. Merci, Jean-Marc. Bon, je pense que nous allons arrêter ce webinaire. Je vous remercie tous. Emmanuel, tu avais quelque chose encore à ajouter? Non, dans le chat, tout a été exploité. Très bien. Alors, je vous souhaite une excellente après-midi. Alors, sur la dernière slide, on avait écrit « Votre avis nous intéresse ». N'hésitez pas, suite à cette présentation, à nous envoyer un email en nous disant voilà, on n'a pas assez de temps pour telle partie, mais on reste sur notre faim. On aimerait traiter tel autre sujet la prochaine fois. Soyez donc coopératifs, en tout cas, faites-nous part de vos attentes. Et moi, je vais vous souhaiter donc une bonne après-midi. Et puis, on reste au contact. On se reverra dans ce format le 22 septembre. Je vous souhaite alors une bonne fin de semaine. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Pour l'idée. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.